Les jumeaux du baron Henri de Montaigne n'avaient pas dormi depuis 3 mois. 3 mois de pleurs ininterrompus, de nuits blanches, de médecins perplexes et de nourrices épuisées. 3 mois depuis que la baronne était morte dans son lit d'accouchement, emportant avec elle tout espoir de paix dans cette grande demeure. Personne ne comprenait ce qui affligeait ses enfants. Jusqu'à ce qu'une humble jeune servante venue du couvent, les mains calleuses et une vieille chanson sur les lèvres, fasse l'impossible. Et ce qui commença comme un simple geste de compassion se transforma en quelque chose qui ébranlerait les fondations de cette noble famille de la campagne française. Mais avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Domaine de Sainte-Croix-du-Val, campagne de la région lyonnaise. 15 mars 1893, 3 heures du matin. Les pleurs des jumeaux. Thomas et Hélène résonnaient dans les couloirs de la grande demeure comme une lamentation ancestrale. C'était le genre de son qui pénétrait les murs de Pizé, qui réveillait les anciens domestiques dans les dépendances rénovées, qui faisait hennir nerveusement les chevaux dans les écuries. Le baron Henri de Montaigne marchait dans le couloir principal d'un pas lourd, portant encore les vêtements de la veille. À 31 ans, il semblait porter le poids de 60. Ses cernes profonds contrastaient avec sa peau pâle et ses cheveux foncés, normalement coiffés avec soin, étaient ébouriffés. Madame Madeleine, la gouvernante de la maison depuis 25 ans, sortit de la chambre des bébés avec une expression défaite. Elle avait 52 ans, des cheveux gris attachés en un chignon serré et des mains qui tremblaient de fatigue. « Baron, les enfants ne se calment pas du tout. J'ai essayé tout ce que je sais. » Henri passa la main sur son visage. « La nourrice, appelez Joséphine. » Joséphine est à l'intérieur depuis 2 heures, mais les petits ne veulent pas téter. Ils ne font que pleurer, et pleurer comme s'ils souffraient d'une douleur terrible. Henri entra dans la chambre. L'ambiance sentait la lavande et le lait aigre. 2 berceaux en bois noble occupaient le centre de la pièce, entourés de lampes qui projetaient des ombres dansantes sur les murs décorés de papier peint. Joséphine, une femme noire de 28 ans qui avait perdu son propre enfant 6 mois auparavant, tenait Hélène dans ses bras, la berçant de mouvements désespérés. Le bébé, âgé de seulement 3 mois, avait le petit visage rouge à force de pleurer, les petits poings fermés avec force. Dans l'autre berceau, Thomas criait avec une intensité qui semblait impossible pour un si petit corps. « Monsieur le baron, je ne sais plus quoi faire. Ils ne veulent pas le sein, ils ne veulent pas d'eau sucrée, ils ne veulent pas être tenus. C'est comme si quelque chose les tourmentait. » Henri prit son fils dans ses bras. Le garçon se tordit, arquant le dos. Les pleurs devinrent encore plus aigus. Le cœur du baron se brisa une fois de plus. Depuis que Béatrice était morte 3 mois auparavant, dans ce même lit qui était maintenant recouvert d'un drap blanc, il ne pouvait pas regarder les jumeaux sans ressentir un mélange d'amour et de culpabilité dévastateur. « Mon fils, qu'est-ce qui t'afflige tant? Que peut faire ton père ?» Mais Thomas ne faisait que pleurer, comme s'il répondait que rien ne pouvait être fait. Madame Madeleine s'approcha, s'essuyant les mains sur son tablier. « Baron, le docteur Dubois viendra de nouveau ce matin. Peut-être que cette fois il découvrira ce qui ne va pas. » Henri secoua la tête, rendant Thomas à Joséphine. « 5 médecins différents sont déjà venus, Madeleine. 5. Tous ont dit la même chose. Les enfants sont en bonne santé. Il n'y a pas de fièvre, pas de signe de maladie, mais ils ne cessent de pleurer. » Il marcha jusqu'à la fenêtre et regarda l'obscurité dehors. Le domaine s'étendait sur des hectares de terre avec des vignobles qui avaient enrichi sa famille pendant 3 générations. Mais à quoi servait toute cette richesse s'il ne pouvait pas donner la paix à ses propres enfants? « Béatrice saurait quoi faire, » murmura-t-il. « Elle a toujours su. » Madame Madeleine s'approcha. La baronne était une femme sage, oui, mais elle n'est plus là. Et vous devez trouver la force de prendre soin de ses enfants. Comment? Henri se retourna brusquement.
Comment puis-je prendre soin d'enfants qui rejettent tout réconfort, qui pleurent jour et nuit, comme s'ils étaient torturés? Dites-moi, Madeleine, car je ne sais plus. La gouvernante resta silencieuse. Il n'y avait pas de réponse à donner. Les pleurs continuèrent pendant les 3 heures suivantes. Quand le soleil se leva enfin, teignant le ciel d'orange et de rose, les jumeaux criaient toujours. Henri était descendu au bureau, incapable de supporter une minute de plus de ce son, s'assit dans le fauteuil en cuir qui avait appartenu à son père, entouré d'étagères remplies de livres juridiques et de traités sur l'agriculture. Sur la table, un portrait de Béatrice le fixait. Elle avait été magnifique, avec ses cheveux châtains ondulés et des yeux qui semblaient lire l'âme des gens. Une frappe à la porte le tira de ses pensées. « Entrez !» Son intendant, Sébastien Dubois, un homme de 40 ans au teint mat qui gérait les ouvriers du domaine, entra son chapeau à la main. « Baron, pardonnez mon intrusion à cette heure, mais j'ai une visite. » « Une visite ?» Henri fronça les sourcils. « Qui serait assez impoli pour venir avant 7 heures du matin ? C'est la mère supérieure du couvent Sainte-Claire. Elle dit qu'elle a besoin de vous parler d'une affaire urgente. » Henri soupira. « Faites-la entrer dans le salon, je descendrai dans 5 minutes. » Il se leva, arrangea sommairement ses vêtements froissés et descendit les escaliers. D'en haut, les pleurs des jumeaux continuaient, implacables. Mère Thérèse était debout dans le salon, observant les tableaux au mur. Elle avait 63 ans, une allure altière malgré son âge, et des yeux qui transmettaient autorité et bonté dans la même mesure. « Mère Thérèse », la salua-t-il avec une révérence. « Pardonnez mon apparence. Les enfants ne nous laissent pas nous reposer. Je sais, mon fils. C'est exactement pourquoi je suis ici. » Henri lui fit signe de s'asseoir. « Asseyez-vous, je vous en prie. Acceptez-vous un café ?»« Non, merci. Je suis venu apporter une solution, ou du moins une tentative. » Le baron se pencha en avant. « Une solution, mère. 5 médecins ont déjà examiné mes enfants. Tous disent qu'ils sont en bonne santé, mais ils ne cessent de pleurer. Que pourriez-vous offrir que la science n'a pas réussi ?» Mère Thérèse sourit gentiment. « Je ne suis pas venu offrir la science, baron. Je suis venu offrir des soins. J'ai une jeune femme au couvent, Isabelle. Elle a 18 ans et a été élevée par nous depuis l'âge de 7 ans. Elle a perdu sa mère à l'accouchement et son père du choléra 2 ans plus tard. » Henri fronça les sourcils. « Avec tout le respect que je vous dois, mère, j'ai déjà des nourrices et des servantes. Qu'est-ce qui rend cette jeune femme différente? Elle a un don. Ces dernières années, elle a aidé à prendre soin des bébés qui sont laissés autour des enfants trouvés du couvent. Aucun enfant ne pleure quand il est dans ses bras. » Le baron resta sceptique. « Mère, avec tout le respect que je vous dois, et à votre foi, je ne crois pas aux dons mystiques. Mes enfants ont besoin de traitement médical, pas de superstition. » « Ce n'est pas de la superstition, mon fils, c'est de la compassion. Isabelle a des mains douces et un cœur patient. Elle ne vient pas comme guérisseuse, elle vient comme servante. Si cela ne fonctionne pas, vous ne perdez rien. Mais si cela fonctionne, ce sera un miracle. Les miracles existent pour ceux qui ont la foi. » Henri regarda l'escalier, d'où les pleurs des jumeaux continuaient de descendre comme une malédiction. Il était désespéré. 3 mois sans une nuit complète de sommeil. 3 mois à voir ses enfants souffrir sans pouvoir rien faire. Très bien. Amenez la jeune femme, mais que ce soit clair. Elle sera traitée comme n'importe quelle autre servante de la maison. Pas de mysticisme ou de prières étranges. Ah, ne vous inquiétez pas, baron. Isabelle est discrète et obéissante. Elle viendra cet après-midi, si vous le permettez. Vous pouvez la faire venir. » Quand Mère Thérèse partit, Henri remonta voir les enfants. Madame Madeleine et Joséphine étaient épuisées, assises sur des chaises à côté des berceaux, berçant les bébés mécaniquement. Le docteur Dubois arriva à 9 heures du matin. C'était un homme corpulent de 52 ans, avec des lunettes rondes et une épaisse moustache. Il examina les jumeaux avec un soin professionnel, écoutant leur cœur, regardant leur gorge, palpant leur ventre. « Baron,
Je répète ce que j'ai déjà dit. Ces enfants sont physiquement en bonne santé. Les pleurs doivent être une question de tempérament. Tempérament? Henri explosa. 3 mois de pleurs ininterrompus, c'est du tempérament? Certains bébés sont plus difficiles que d'autres. Peut-être qu'avec le temps, ils se calmeront. Docteur, ils vont mourir d'épuisement avant cela. Ils ont déjà perdu du poids. Ils ne têtent pas correctement. Il doit y avoir quelque chose que vous puissiez faire. Le médecin rangea ses instruments dans sa mallette. Je peux prescrire un sirop calmant, mais je ne recommande pas une utilisation prolongée chez des bébés si petits. Alors, vous ne recommandez rien? Je recommande la patience, baron, et la foi. Henri faillit expulser le médecin de la maison. Quand il fut seul avec les enfants, il s'assit par terre entre les 2 berceaux et commença à pleurer. C'était la première fois qu'il pleurait depuis les funérailles de Béatrice. À 3 heures de l'après-midi, une modeste calèche s'arrêta devant la grande demeure. Mère Thérèse descendit la première, suivie d'une jeune femme qui fit s'arrêter Henri au milieu de l'escalier. Isabelle avait 18 ans, mais il y avait quelque chose d'intemporel sur son visage. Elle était mince, avec une peau claire, hâlée par le soleil, des cheveux châtains foncés attachés en un simple chignon. Elle portait une robe grise en tissu ordinaire, sans aucun ornement, et transportait un petit baluchon avec ses affaires. Mais ce sont ses yeux qui attiraient l'attention, châtain clair, presque miel, avec une sérénité qui semblait impossible chez quelqu'un de si jeune. Baron Henri, je vous présente Isabelle Dubois. La jeune femme fit une révérence respectueuse, gardant les yeux baissés. Baron, je vous remercie de l'opportunité de servir dans votre maison. Sa voix était douce, presque un murmure, mais claire. Henri descendit les dernières marches. Isabelle, comprenez-vous que c'est une situation difficile? Mes enfants pleurent sans arrêt depuis 3 mois. Divers professionnels ont déjà essayé d'aider sans succès. Je comprends, monsieur, et je promets de faire de mon mieux. Madame Madeleine apparut dans le couloir. Baron, puis-je montrer les appartements à la jeune femme? Henri acquiesça. Isabelle, vous resterez dans la chambre à côté de la pouponnière. Vous aurez accès aux enfants à tout moment. Madame Madeleine vous expliquera vos autres obligations. Oui, monsieur. Mère Thérèse prit congé. Isabelle, souvenez-vous de ce dont nous avons parlé. Soyez patiente et confiante. Oui, mère. Quand la calèche partit, Madame Madeleine conduisit Isabelle à travers les couloirs de la maison. Les pleurs des jumeaux résonnaient partout. Combien de temps ont-ils pleuré? Demanda Isabelle. Depuis hier soir, près de 20 heures d'affilée. Isabelle ne dit rien, mais son visage montra une compassion sincère. La chambre qui lui était attribuée était simple. Un lit étroit, un coffre pour les vêtements, une bassine pour se laver et une petite fenêtre qui donnait sur l'arrière du domaine. C'était infiniment mieux que la cellule spartiate qu'elle occupait au couvent. « Reposez-vous un peu, Isabelle, » dit Madame Madeleine. « À 18 heures, vous dînerez avec les autres servantes dans la cuisine. Après cela, vous pourrez commencer à aider avec les enfants. »« Puis-je les voir maintenant ?» La gouvernante hésita. « Maintenant, si ce n'est pas une gêne, j'aimerais les connaître. » Madeleine soupira. « Venez avec moi alors. » La pouponnière se trouvait au bout du couloir principal. C'était une pièce spacieuse, bien éclairée par 3 grandes fenêtres, décorée de meubles coûteux et de jouets importés qui n'avaient jamais été utilisés. Joséphine était assise sur une chaise à bascule, tenant Hélène, qui criait avec une force surprenante pour un si petit bébé. Thomas était dans son berceau, pleurant également, le petit visage rouge et gonflé. « Voici Isabelle », présenta Madeleine. « Elle va aider à s'occuper des petits. » Joséphine regarda la nouvelle venue avec l'expression de quelqu'un qui avait déjà perdu tout espoir. Isabelle s'approcha lentement. « Puis-je » Joséphine jeta presque le bébé dans ses bras. « Vous pouvez la prendre. Mon dos n'en peut plus. » Isabelle prit Hélène avec soin. La petite était trop légère. Elle ne s'alimentait clairement pas correctement. Les pleurs étaient aigus,
désespérée, mais Isabelle ne recula pas. Elle s'assit sur la chaise à bascule et commença à bercer l'enfant de mouvements doux et rythmés. Isabelle ne dit rien pendant quelques minutes, se contentant de la bercer, gardant le bébé près de sa poitrine. Puis, elle commença à chanter. C'était une chanson simple, ancienne, en vieux français, que l'on comprenait à peine. La mélodie était lente, presque une berceuse, avec des notes qui montaient et descendaient selon un motif hypnotique. « Dors, dors, mon enfant, dors sans crainte. Ta mère est au ciel, t'envoyant son amour. » Les pleurs d'Hélène commencèrent à diminuer, ne s'arrêtèrent pas complètement, mais réduisirent d'intensité comme si le bébé écoutait vraiment. Madame Madeleine et Joséphine restèrent paralysées, observant. « Dors, dors, petit enfant, ferme tes petits yeux. Demain, il y aura un nouveau soleil, et la vie s'améliorera. » Hélène sanglota 1, 2 fois, puis le silence. Un silence si profond que les 3 femmes faillirent arrêter de respirer. Le bébé avait fermé les yeux. Sa respiration s'était calmée. Ses petits poings s'étaient détendus. Pour la première fois en 3 mois, Hélène dormait vraiment. « Mon Dieu du ciel !» murmura Joséphine. « Comment avez-vous fait cela ?» Isabelle ne répondit pas immédiatement. Elle continua à bercer Hélène pendant quelques minutes de plus, s'assurant que le sommeil était profond. Ce n'est qu'alors qu'elle regarda Thomas, qui pleurait toujours dans son berceau. « Puis-je le prendre aussi ?» Madame Madeleine courut jusqu'au berceau. « Oui, oui, bien sûr. » Isabelle tint Hélène d'un bras et prit Thomas de l'autre. Le garçon se débattit pendant quelques secondes, mais elle le rapprocha, alignant les 2 bébés côte à côte contre sa poitrine, et recommença la chanson. « Dors, dors, mon enfant. Ta sœur s'est déjà reposée. Viens dormir avec elle, car le jour est déjà fini. » Thomas commença à se calmer. Les pleurs se réduisirent à un faible gémissement, puis à des sanglots espacés. Isabelle continua de chanter, berçant les 2 bébés de mouvements synchronisés. 5 minutes plus tard, Thomas dormait aussi. Le silence dans la pouponnière était assourdissant. Madame Madeleine porta la main à sa bouche, des larmes coulant sur son visage. Joséphine tomba à genoux, faisant le signe de la croix. « C'est un miracle », murmura la nourrice. « Sainte Mère de Dieu, c'est un miracle. » Isabelle continua de bercer les enfants sans dire un mot. Son visage restait serein, mais il y avait des larmes dans ses yeux. Également à la porte de la pouponnière, sans que personne ne le remarque, le baron Henri de Montaigne observait la scène. Il était monté en entendant le silence soudain, craignant que quelque chose de terrible ne se soit produit. Mais ce qu'il vit le laissa sans voix. Ses enfants, qui pleuraient sans cesse depuis 3 mois, dormaient tranquillement dans les bras d'une servante, arrivée moins de 2 heures auparavant. Henri s'appuya contre le chambranle de la porte, sentant ses jambes faiblir. C'était impossible, ce devait être une coïncidence. Peut-être que les enfants étaient simplement trop épuisés pour continuer à pleurer. Mais au fond, il savait que ce n'était pas ça. Il y avait quelque chose dans la façon dont Isabelle tenait les bébés, dans la mélodie de cette vieille chanson, dans la paix qui émanait d'elle. « Comment avez-vous fait cela ?» demanda-t-il, faisant se retourner les 3 femmes, effrayées. « Baron, » murmura Madeleine, « nous ne vous avons pas entendu arriver. Combien de temps dorment-ils ?»« Environ 10 minutes, monsieur. » Henri entra lentement dans la pièce, comme s'il avait peur de briser l'enchantement. Il s'approcha d'Isabelle, qui gardait les yeux baissés, respectueuse. « Comment avez-vous fait cela ? J'ai juste chanté une chanson que ma mère m'a apprise, monsieur, et ils se sont simplement endormis. »« Oui, monsieur, les enfants ont besoin de paix. Parfois, une voix douce suffit. » Henri regarda ses enfants. Leurs petits visages, qui avaient été rouges et tordus par les pleurs, étaient maintenant détendus, et presque souriants. Hélène avait la bouche entr'ouverte, respirant profondément. Thomas avait posé sa petite tête sur l'épaule d'Isabelle. « Madame Madeleine, » dit le baron, sans quitter les bébés des yeux. « Isabelle dormira dans la pouponnière à partir de maintenant. Mettez un matelas dans le coin de la chambre. Oui, monsieur, je le ferai immédiatement. Et Joséphine, vous pouvez vous reposer cette nuit. »
La nourrice regarda la jeune femme avec un mélange de gratitude et d'envie. Henri s'approcha davantage. « Isabelle, comprenez-vous que ce sera votre seule fonction? Prendre soin des enfants, rien d'autre n'importe. » « Je comprends, monsieur, et je ferai de mon mieux. S'ils se réveillent en pleurant de nouveau, je m'en occuperai, monsieur. Vous pouvez me faire confiance. » Henri la regarda un instant de plus. Il y avait quelque chose de troublant chez cette jeune femme. Ce n'était pas une beauté physique, bien qu'elle fût agréable à regarder. C'était une sérénité qu'il n'avait pas vue depuis la mort de Béatrice. « Très bien, Madeleine, préparez tout ce dont elle aura besoin. »« Oui, baron. » Henri sortit de la pouponnière, mais s'arrêta dans le couloir, s'appuyant contre le mur. Pour la première fois en 3 mois, la maison était silencieuse, un silence béni, miraculeux. Il retourna à son bureau et se servit une généreuse dose de cognac. Il s'assit dans le fauteuil et resta là, écoutant simplement le silence. 1 heure plus tard, Sébastien frappa à la porte. « Baron, le dîner est servi. »« Je n'ai pas faim, monsieur. »« Vous devez manger, monsieur. Cela fait 3 jours que vous ne vous alimentez presque pas. »« Très bien, mais ce sera rapide. » Dans la salle à manger, une longue table en acajou était dressée pour une personne. Argenterie étincelante, porcelaine anglaise, cristaux de Bohême, tout ce que l'argent pouvait acheter, mais qui n'apportait pas le bonheur. Henri mangea machinalement le ragoût de viande aux légumes, le riz blanc, le gratin dauphinois. Il ne sentit le goût de rien. Sébastien entra discrètement. « Les enfants continuent de dormir, monsieur. Je suis allé vérifier il y a peu. » Henri s'arrêta, la fourchette en l'air. « Combien de temps déjà ?»« Presque 3 heures. »« 3 heures. » C'était un record absolu. Depuis leur naissance, le maximum que les jumeaux avaient dormi d'affilée était de 40 minutes. Et la jeune femme continue dans la pouponnière, les tenant tous les deux. Madame Madeleine a proposé de la relayer, mais elle a dit qu'elle allait bien. Henri termina de dîner en silence, puis remonta à la pouponnière, incapable de résister à la curiosité. La scène qu'il découvrit le toucha de manière inattendue. Isabelle était assise sur la chaise à bascule, tenant toujours les 2 bébés, mais maintenant elle dormait aussi. Sa tête était tombée sur le côté, les yeux fermés, mais ses bras restaient fermement autour des enfants. Madeleine était assise sur une chaise dans le coin, veillant. « Elle n'a pas voulu les mettre dans les berceaux, » murmura la gouvernante. « Elle a dit qu'ils avaient besoin de sa chaleur. » Henri s'approcha. Dans son sommeil, Isabelle semblait encore plus jeune. Il y avait en elle une fragilité qui n'était pas apparente quand elle était éveillée. « Elle est très jeune, » commenta-t-il à voix basse. « Mais Mère Thérèse a dit qu'elle avait grandi vite, qu'elle avait perdu ses parents tôt. » Henri observa comment les bébés étaient parfaitement blottis dans ses bras, comme s'ils appartenaient là. Il y avait quelque chose de profondément juste dans cette image. « Je vais dormir, Madeleine. » Henri se rendit dans sa propre chambre pour la première fois depuis des semaines. Il s'allongea sur le lit, toujours habillé, et, pour la première fois en 3 mois, dormit plus de 2 heures d'affilée. Il fut réveillé à 5 heures du matin par Madeleine frappant à la porte. « Baron, pardonnez-moi de vous déranger. » Il s'assit sur le lit, le cœur battant. « Qu'y a-t-il ?»« Rien de grave, monsieur. Mais les bébés se sont réveillés affamés. Isabelle m'a demandé d'appeler Joséphine pour les allaiter. »« Ils pleurent ?»« Non, monsieur. Ils sont calmes, juste affamés. » Henri se leva rapidement et se rendit à la pouponnière. Isabelle était debout, tenant Hélène, tandis que Joséphine allaitait Thomas. Le bébé dans les bras de la servante faisait de petits bruits d'impatience, mais ne pleurait pas. « Bonjour, monsieur », salua Isabelle, gardant les yeux baissés. « Bonjour, Isabelle. »« Oui, monsieur. » Henri s'approcha. Hélène était alerte, ses petits yeux ouverts, mais tranquilles. Quand Joséphine eut fini d'allaiter Thomas, Isabelle échangea avec elle et le bébé téta avidement. Après avoir été nourris et nettoyés, les enfants se rendormirent dans les bras d'Isabelle, qui recommença sa douce chanson. Le baron resta à observer pendant près d'1 heure, hypnotisé. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans la mélodie ancienne.
qui apportait une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Cette chanson, c'était celle de ma mère, monsieur. Elle me la chantait quand j'étais petite. Votre mère était... Oui, monsieur. Elle était sage-femme. Elle a aidé à mettre au monde de nombreux bébés. Et vous avez appris d'elle? J'ai appris le peu que j'ai pu avant qu'elle ne meure. J'avais 7 ans. Henri sentit une pointe de compassion. Je suis désolé pour votre perte. Merci, monsieur. Mais la mort fait partie de la vie. J'ai appris à l'accepter. La réponse était trop mature pour quelqu'un de 18 ans. Henri réalisa que cette jeune femme avait grandi trop vite, perdu son enfance trop tôt. Les enfants semblent vous aimer. Ils sentent quand quelqu'un se soucie vraiment d'eux. Monsieur, les enfants sentent toujours. C'était vrai. Henri regarda ses enfants dormir paisiblement et comprit qu'ils avaient trouvé dans les bras d'Isabelle quelque chose que lui-même ne pouvait pas leur donner. Une paix véritable. Je vais vous laisser travailler. Prévenez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Oui, monsieur. Henri descendit prendre son café. Pour la première fois depuis des mois, il avait un véritable appétit. Les jours suivants apportèrent un changement radical au domaine de Sainte-Croix-du-Val. Les jumeaux, qui avaient été source de désespoir et d'épuisement, dormaient maintenant régulièrement, tétaient bien et commençaient même à montrer de la curiosité pour le monde qui les entourait. Isabelle les mettait rarement dans les berceaux. Elle passait des heures avec l'un ou les deux dans ses bras, chantant, parlant doucement, leur montrant les objets de la chambre. Quand elle avait besoin de ses mains libres, elle attachait l'un des bébés sur son dos, avec un tissu à la manière des femmes de la campagne, tout en tenant l'autre dans ses bras. Madame Madeleine désapprouva initialement. Ce n'est pas approprié. Les enfants de familles nobles ne devraient pas être portés comme s'ils étaient des enfants de laboureurs. Mais les enfants vont bien, n'est-ce pas? Répondit Isabelle avec douceur. Ils mangent, dorment et grandissent. La gouvernante ne put argumenter contre les faits. En une semaine, les jumeaux avaient visiblement pris du poids. Leurs petits visages, qui étaient creusés et pâles, avaient maintenant une couleur saine. Henri observait tout à distance. Il montait à la pouponnière plusieurs fois par jour, toujours avec une excuse. Voir si les enfants allaient bien, demander des rapports à Madeleine, vérifier la température de la chambre. Mais en réalité, il y allait pour voir Isabelle. Il y avait quelque chose de magnétique en elle. Ce n'était pas seulement sa beauté tranquille ou sa voix douce. C'était la façon dont elle se déplaçait, toujours avec un but, jamais pressé. La façon dont elle souriait au bébé, avec un amour sincère. La façon dont elle chantait, transformant la pouponnière en un sanctuaire de paix. Un après-midi, 2 semaines après l'arrivée d'Isabelle, Henri entra dans la pouponnière et la trouva seule. Joséphine était descendue manger et Madeleine s'occupait d'autres tâches. Isabelle était assise près de la fenêtre avec Hélène et Thomas dans ses bras, chantant doucement, tandis que la lumière dorée de l'après-midi entrait dans la pièce. Henri s'arrêta à la porte sans être remarqué. La scène était si parfaite qu'elle ressemblait à une peinture de la Renaissance. La jeune mère, avec les bébés jumeaux, baignée de lumière divine. « Pardonnez-moi, monsieur, » dit Isabelle sans se retourner. « Je ne vous ai pas entendu entrer. »« Comment saviez-vous que c'était moi ?»« J'ai reconnu vos pas. » Henri entra dans la pièce, d'un pas lourd, comme quelqu'un qui porte un grand poids sur ses épaules. L'observation était si précise qu'il resta sans voix un instant. Isabelle se retourna finalement pour le regarder et, pour la première fois depuis son arrivée, le regarda directement dans les yeux. « Pardonnez mon audace, monsieur, je n'aurais pas dû parler ainsi. Non, vous avez raison. Je porte un poids sur mes épaules, le poids de la culpabilité. » « Culpabilité, monsieur ?» Henri s'approcha de la fenêtre, regardant les terres du domaine. « Ma femme est morte en mettant ses enfants au monde. Si je n'avais pas tant insisté pour avoir des enfants, elle serait encore en vie. » Isabelle resta silencieuse un instant, berçant doucement les bébés. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, la vie et la mort ne sont pas entre nos mains, elles sont entre les mains de Dieu.
Des paroles de nonne, des paroles de quelqu'un qui a perdu ses parents tôt et a dû apprendre à accepter ce qu'on ne peut changer. Henri la regarda avec un intérêt renouvelé. « Vous ne parlez pas comme une servante ordinaire. Mère Thérèse m'a appris à lire et à écrire. Elle disait que le savoir n'a pas de classe sociale. Une mère progressiste. Une mère sage, monsieur. » Hélène bougea dans les bras d'Isabelle, faisant un petit bruit. La jeune femme commença immédiatement à fredonner et le bébé se calma. « Quel est votre secret ?» demanda Henri, fasciné. « Quoi, monsieur ? Les calmer si facilement ? Ce n'est pas un pouvoir, monsieur, et c'est de l'amour. Les enfants sentent quand quelqu'un les aime vraiment. » « Et vous les aimez, mes enfants ?» Isabelle regarda les bébés dans ses bras. « Oui, je les aime, comme s'ils étaient les miens. » La confession était si sincère qu'Henri sentit sa poitrine se serrer. « Mais ils ne sont pas les vôtres. Ils sont les miens. » « Je sais, monsieur, et je saurai toujours ma place. Je ne suis que la servante qui s'occupe d'eux. » Il y avait une tristesse subtile dans ces mots, comme si Isabelle savait déjà que cet amour qu'elle ressentait pour les enfants était temporaire, qu'un jour elle serait renvoyée et devrait partir. « Isabelle, » dit Henri avant de pouvoir se retenir, « vous êtes la personne qui a sauvé mes enfants. » J'ai juste fait ce que toute personne au bon cœur ferait, n'est-ce pas? 5 médecins, 3 nourrices et 2 servantes ont essayé avant vous. Personne n'a réussi. Peut-être qu'ils avaient juste besoin de quelqu'un qui n'avait pas peur de les aimer. La phrase resta suspendue dans l'air entre eux. Henri réalisa qu'elle ne parlait pas seulement des enfants. « Je dois retourner au travail, » dit-il brusquement. Henri sortit de la pouponnière, le cœur battant. Il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis avant la mort de Béatrice. Une attraction, non seulement physique, mais émotionnelle, spirituelle. Et c'était absolument inacceptable. Il était un baron, elle était une servante. La différence de classe entre eux était un abîme infranchissable. De plus, Béatrice était morte il y a seulement 3 mois. Tout intérêt pour une autre femme serait une trahison à sa mémoire. Mais la nuit, seul dans sa chambre, Henri ne pouvait s'empêcher de penser à Isabelle, à la façon dont elle tenait ses enfants, à la sérénité qui émanait d'elle, à la sagesse contenue dans des mots si simples. Il se leva et alla à la fenêtre. En bas, dans le jardin éclairé par la lune, il vit une silhouette marcher. C'était Isabelle. Elle devait avoir couché les bébés et être sortie prendre l'air. Henri l'observa tandis qu'elle marchait dans le jardin, s'arrêtant pour sentir les roses, regardant les étoiles. Il y avait quelque chose de profondément solitaire en elle, malgré la paix qu'elle démontrait. Sans réfléchir, il descendit les escaliers et sortit dans le jardin. Isabelle, qui était assise sur un banc de pierre, se leva rapidement en le voyant. « Baron, pardonnez-moi, je ne devrais pas être dehors ici. Vous avez la permission de vous promener dans les jardins. Mais pourquoi ne dormez-vous pas? Il est déjà plus de 22 heures. Les enfants dorment profondément. J'ai pensé profiter de l'air frais. Puis-je m'asseoir? » La question la surprit. « Bien sûr, monsieur. C'est votre maison. » Henri s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, écoutant simplement les sons de la nuit. Des grillons, une chouette lointaine, le vent dans les arbres. « Comment était votre vie au couvent ?» demanda-t-il finalement. « C'était ma maison pendant 11 ans. Pourquoi avez-vous accepté de venir travailler ici ?»« Mère Thérèse me l'a demandé. Elle a dit qu'une famille avait besoin de moi. »« Et vous faites toujours ce qu'on vous demande ?» Isabelle sourit légèrement. « Pas toujours, mais quand je sais que je peux aider, j'essaie. » Henri la regarda du coin de l'œil. À la lumière de la lune, son profil était délicat, presque éthéré. « Vous êtes très jeune pour être si sage. La douleur vieillit les gens, monsieur, et j'ai eu ma part de douleur. » « Vos parents ?»« Oui, et d'autres pertes aussi. » « Quelles autres pertes ?» Isabelle resta silencieuse si longtemps qu'Henri pensa qu'elle ne répondrait pas. Puis, d'une voix basse, « J'allais me marier. » La révélation le surprit. « Vous alliez vous marier avec qui ?»
Un jeune homme du village, Antoine. Je l'ai rencontré quand j'avais 15 ans. Il travaillait à la scierie. Il était bon, honnête. Il a demandé ma main quand j'ai eu 17 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort 6 mois avant le mariage. Un accident à la scierie. Une bûche lui est tombée dessus. Henri sentit sa poitrine se serrer de compassion. Je suis désolé. Moi aussi, il aurait été un bon mari. Vous l'aimiez? Isabelle regarda les étoiles. Je l'aimais. Pas comme les livres en parlent, avec passion et feu, mais avec tendresse, avec respect. Il me faisait rire, et après sa mort, je suis retourné au couvent. J'ai pensé que Dieu me disait que ma place était là, à prendre soin d'enfants qui n'avaient pas de mère, comme moi. Henri fut impressionné par sa résilience. Combien de pertes une personne de 18 ans pouvait-elle supporter? Et vous n'avez jamais pensé à partir, à essayer de nouveau, à trouver un autre homme? Isabelle eut un rire triste. Qui voudrait épouser une orpheline sans dot qui a passé la moitié de sa vie dans un couvent? Beaucoup d'hommes, j'imagine. Vous êtes belle, travailleuse, intelligente. Elle se tourna pour le regarder, surprise. Monsieur, vous ne devriez pas parler ainsi. Pourquoi pas? C'est la vérité. Parce que vous êtes un baron, et je suis une servante. Les compliments venant du maître peuvent être mal interprétés. Henri réalisa qu'il avait franchi une ligne. Vous avez raison, pardonnez mon indélicatesse. Il n'y a rien à pardonner, mais il serait peut-être mieux que je rentre. Elle se leva, mais Henri la retint par le poignet. Le contact fut électrique. Tous deux restèrent immobiles, se regardant. « Isabelle, murmura-t-il, je ne devrais pas ressentir ce que je ressens. »« Vous ne ressentez rien, monsieur, répondit-elle. Sa voix tremblait. C'est juste de la gratitude parce que je prends soin de vos enfants. Ce n'est pas de la gratitude, c'est plus que ça. Ça ne peut pas être plus que ça. Nous ne devons pas le permettre. Mais je le ressens. » Isabelle retira son poignet, se libérant de son contact. « Alors arrêtez de ressentir. Vous avez enterré votre femme il y a 3 mois. Vous confondez le deuil avec autre chose. » « Je ne confonds rien. Je sais exactement ce que je ressens. Et ce que vous ressentez n'a pas d'importance. » Elle parla avec fermeté. « Vous êtes un noble. Je suis une servante. J'ai une réputation à maintenir, une position sociale. Je ne peux ni ne dois être autre chose que ce que je suis, la personne qui s'occupe de vos enfants. » Sa fermeté le ramena à la réalité. Elle avait raison. À quoi pensait-il? Il ne pouvait pas simplement déclarer son intérêt pour une servante 3 mois après la mort de sa femme. « Vous avez raison, pardonnez mon comportement inapproprié. Il n'y a rien à pardonner, monsieur. Le deuil fait des choses étranges au cœur des gens. » Elle fit une révérence et rentra dans la maison, laissant Henri seul dans le jardin, honteux et confus. Les jours suivants, il évita la pouponnière. Il demanda à Madeleine de lui faire des rapports sur les enfants, prétextant être trop occupé par les affaires du domaine. Mais la nuit, il se promenait toujours dans le jardin, sentant toujours cette attraction grandir, malgré tous ses efforts pour l'étouffer. 1 mois après l'arrivée d'Isabelle, le domaine reçut des visites. Le colonel Auguste Leclerc et son épouse, Madame Eulalie, étaient des voisins et amis de la famille depuis des décennies. « Henri !» dit le colonel, lui serrant la main avec vigueur. « Nous avons appris que les enfants vont enfin bien. Oui, grâce à Dieu, j'ai trouvé une servante exceptionnelle. » Madame Eulalie, une femme de 50 ans avec des opinions bien arrêtées sur tout, haussa les sourcils. « Une servante. Racontez-nous en plus. » Pendant le déjeuner servi dans la salle à manger principale, Henri raconta comment Isabelle avait réussi à calmer les jumeaux quand tous les autres avaient échoué. « C'est merveilleux, » commenta Madame Eulalie. « Mais dites-moi, Henri, est-elle d'une famille connue? » « Non, c'est une orpheline, élevée au couvent Sainte-Claire. »« Ah, donc, elle n'a pas de famille. » La voix de la femme avait un ton de désapprobation mal dissimulé.
Elle n'a pas de famille, mais elle a des compétences exceptionnelles avec les enfants. Sans aucun doute. Mais vous devez être prudent, mon cher. Prudent avec quoi? Madame Eulalie prit une gorgée de vin avant de répondre. Une jeune femme, jolie, seule dans une maison avec un riche veuf. Les gens parlent. Henri sentit l'irritation monter. Il n'y a rien à dire. Elle s'occupe de mes enfants, rien de plus. Bien sûr, bien sûr. Le colonel intervint, essayant d'adoucir la situation. Eulalie ne se soucie que de votre réputation. Henri, vous savez comment est la société. Je sais, et je ne me soucie pas des commérages infondés. Mais Madame Eulalie n'abandonna pas. Peut-être serait-il prudent d'engager une nourrice plus âgée, quelqu'un de marié, avec ses propres enfants, moins susceptible de créer des complications. La suggestion était claire. Débarrassez-vous d'Isabelle avant que les rumeurs ne commencent. Henri posa sa fourchette sur son assiette avec plus de force que nécessaire. Madame Eulalie, avec tout le respect que je vous dois, Isabelle a sauvé mes enfants quand personne d'autre n'a pu. Je ne la renverrai pas à cause de commérages qui n'existent même pas encore. La femme recula, mais ses yeux disaient qu'elle n'approuvait pas. Bien sûr, mon cher, je voulais juste vous avertir. Après le déjeuner, quand les visiteurs furent enfin partis, Henri monta à la pouponnière pour la première fois depuis des jours. Il trouva Isabelle assise par terre, jouant avec les jumeaux. Hélène était allongée sur une couverture, tenant ses propres pieds, tandis que Thomas essayait de rouler sur le ventre. « Ils grandissent vite !» commenta Henri depuis la porte. Isabelle se leva rapidement, lissant sa robe. « Oui, monsieur. Hélène peut déjà tenir des objets fermement et Thomas est presque capable de rouler seul. Vous faites un excellent travail. Merci, monsieur. » Henri entra dans la pièce, s'accroupit à côté d'Hélène et prit la petite fille dans ses bras. Le bébé lui sourit, un sourire sincère qui illumina son petit visage. « Elle sourit maintenant, » dit-il, émerveillé. « Elle a commencé il y a une semaine, Thomas aussi. Ce sont des enfants très heureux. » Heureux? Le mot résonna dans l'esprit d'Henri. Ces enfants étaient heureux. Pour la première fois depuis leur naissance, ils étaient des enfants normaux, sains, joyeux. Et tout cela grâce à la jeune femme qui était là, l'observant avec ses yeux châtains sereins. « Isabelle, » commença-t-il, puis s'arrêta, ne sachant comment continuer. « Oui, monsieur. J'ai reçu des visites aujourd'hui, des amis de la famille. Je sais, je les ai vus arriver. Ils ont suggéré qu'il serait peut-être préférable d'engager une nourrice plus âgée pour s'occuper des enfants. » Isabelle pâlit légèrement. « Je comprends. Si vous pensez que c'est mieux, je peux retourner au couvent. Ce n'est pas ce que je pense, c'est ce que la société attend. Et que ferez-vous, monsieur ?» Henri regarda Hélène dans ses bras, puis Thomas sur la couverture, enfin Isabelle. « J'ignorerai la société, vous restez. » Le soulagement sur son visage fut évident, bien qu'elle essayât de le cacher. « Merci, monsieur, mais nous devons être prudents. Nous ne pouvons pas laisser de place au commérage. »« Je comprends. Je serai toujours discrète et je maintiendrai une distance appropriée. Notre relation est professionnelle. Rien de plus. » « Rien de plus, » répéta-t-elle, mais il y avait de la tristesse dans sa voix. Les semaines suivantes, ils maintinrent cette distance. Henri visitait la pouponnière seulement pendant la journée, avec d'autres personnes présentes. Il ne la rencontra plus jamais seule dans le jardin, bien que parfois il la vit de la fenêtre. Mais l'attraction ne diminuait pas, au contraire, elle grandissait avec l'impossibilité. Henri commença à trouver des excuses pour être proche. Il fallait discuter du régime alimentaire des enfants. Il voulait savoir sur leur développement. Il devait vérifier la température de la chambre. Isabelle répondait avec professionnalisme, mais il voyait dans ses yeux le même conflit qu'il ressentait. 2 mois après son arrivée, pendant une nuit de janvier particulièrement chaude, Henri ne put dormir. Il descendit au bureau pensant travailler, mais finit par marcher dans les couloirs de la maison. Sans s'en rendre compte, ou peut-être intentionnellement, il s'arrêta devant la pouponnière. La porte était entr'ouverte.
Il pouvait entendre Isabelle chanter doucement pour l'un des enfants qui devait s'être réveillé. La mélodie était différente des habituelles, plus mélancolique. Lune qui brille dans le ciel porte ma prière à Dieu qu'il me donne la force de vivre cet amour qui ne peut être. Henri poussa doucement la porte. Isabelle était sur la chaise à bascule, Thomas dans ses bras, chantant, les yeux fermés. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage. « Isabelle » murmura-t-il. Elle ouvrit les yeux, effrayée, et essuya rapidement ses larmes. « Monsieur, oh pardonnez-moi, je ne savais pas que vous étiez là. Pourquoi pleurez-vous? Je ne pleure pas, juste une poussière dans l'œil. » Henri entra dans la pièce et referma la porte derrière lui. C'était imprudent, mais il ne put l'éviter. « Ne me mentez pas, Isabelle. » « Monsieur, vous ne devriez pas être ici. »« Non, à cette heure. »« Je sais, mais je ne peux pas rester loin. » Isabelle posa délicatement Thomas dans le berceau et se leva, gardant ses distances. « Vous avez promis de garder une distance appropriée. »« J'ai promis, et je romps cette promesse en ce moment. »« Alors partez, s'il vous plaît, avant que nous ne fassions quelque chose que nous regretterons tous les deux. » Et si je ne le regrette pas? Vous le regretterez quand la société le découvrira, quand votre famille se retournera contre vous, quand vos enfants grandiront et sauront que leur père s'est impliqué avec une servante 3 mois après la mort de leur mère. Les mots étaient durs, mais vrais. Henri le savait, mais le cœur n'obéit pas à la raison. Et si je ne me soucie pas de la société, si je suis prêt à affronter les conséquences? Isabelle fit un pas en arrière. « Mais moi, je m'en soucie. J'ai grandi en n'étant personne, monsieur, l'orpheline sans nom, la charité du couvent. Je ne deviendrai pas le scandale de la région. Je ne serai pas rappelé comme la servante qui a séduit le maître veuf. Je ne vous vois pas ainsi. Mais tout le monde le verra, et vos enfants grandiront avec cette marque. Thomas et Hélène seront les enfants du baron qui a épousé la servante, ou pire, les enfants du baron qui a eu une liaison avec la servante alors que son épouse était morte depuis quelques mois. Chaque mot était un coup de poignard, car elle avait raison en tout. « Alors, que faisons-nous » demanda Henri, la voix chargée de frustration et de douleur. « Vous retournez dans votre chambre. Je m'occupe des enfants. Demain, nous nous réveillerons et continuerons comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu, et nous ferons semblant de ne rien ressentir. » Ressentir n'est pas un péché, monsieur. Agir sur ce que nous ressentons l'est. Henri resta là à la regarder, mémorisant chaque détail de son visage, la faible lumière de la lampe, la courbe de son menton, ses longs cils, les lèvres qu'il ne pourrait jamais embrasser. « Vous êtes plus forte que moi, admit-il. Non, je ne le suis pas, j'ai juste plus à perdre. » Il fit un pas dans sa direction, mais s'arrêta quand Isabelle leva la main en signe d'arrêt. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle. Henri se sentit vaincu. « Vous avez raison, pardonnez ma faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse, monsieur, c'est humain. Mais parfois, nous devons être plus qu'humains. » Il sortit de la pouponnière sans regarder en arrière. S'il avait regardé, il n'aurait pas eu la force de partir. Les mois suivants furent une torture silencieuse. Henri s'enfonça dans le travail du domaine, passait des heures dans les vignobles, voyageait à Paris pour régler des affaires qui auraient pu être résolues par lettres. N'importe quoi pour rester loin de la maison, loin de la tentation. Isabelle, quant à elle, sortait rarement de la pouponnière. Elle se consacrait entièrement aux jumeaux qui, maintenant âgés de 5 mois, étaient robustes, sains et incroyablement attachés à elle. Hélène pleurait quand Isabelle sortait de son champ de vision. Thomas tendait ses petits bras vers elle chaque fois qu'elle apparaissait. À toutes fins utiles, elle était leur mère. Madame Madeleine remarquait la tension entre le maître et la servante, mais sagement ne commentait rien. Joséphine, qui travaillait maintenant plus comme aide que comme nourrice, voyait tout avec les yeux de quelqu'un qui avait beaucoup vécu. « Ces deux-là se tuent de l'intérieur », commenta-t-elle un après-midi à Madeleine. « N'importe qui voit qu'ils s'aiment. Aimer ne suffit pas quand le monde entier est contre, » répondit la gouvernante. « Il est baron, elle est servante.
Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. En avril, 4 mois après l'arrivée d'Isabelle, une épidémie de fièvre typhoïde frappa la région. Plusieurs familles furent touchées et le domaine ne fut pas épargné. Ce fut d'abord l'un des ouvriers du vignoble, puis sa famille. En une semaine, 10 personnes étaient malades. Henri fit chercher le docteur Dubois, qui vint avec de graves nouvelles. « C'est la typhoïde très contagieuse. Nous devons isoler les malades et être très prudents avec les enfants du domaine. »« Et mes enfants ?» demanda Henri, la panique évidente. « Ils doivent rester isolés dans la pouponnière. Personne ayant eu contact avec les malades ne peut s'approcher d'eux. » Isabelle refusa de quitter la nurserie. « S'il y a un risque de contagion, je ne vais pas circuler dans la maison et leur apporter la maladie. » Henri fut d'accord. Madeleine organisa que la nourriture soit déposée à la porte de la nurserie. Isabelle ne descendit pas une seule fois en 2 semaines. Pendant ce temps, 3 travailleurs moururent. La peur se répandit dans le domaine comme la maladie elle-même. Et puis, la 3e semaine, Isabelle commença à ressentir les symptômes. Ce fut d'abord la fatigue, puis la fièvre. Quand Madeleine monta pour apporter la nourriture du jour, elle trouva Isabelle allongée sur le sol de la nurserie, brûlante de fièvre, tandis que les jumeaux pleuraient dans leur berceau. « Baron, venez vite !» cria Madeleine. Henri monta les escaliers, 3 marches par 3 marches. Quand il entra dans la nurserie et vit Isabelle par terre, pâle et tremblante, il sentit le monde s'écrouler. Isabelle. Il s'agenouilla à ses côtés, la prenant dans ses bras. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« La fièvre, » murmura-t-elle. « Je crois que c'est la typhoïde. Je ne me suis pas approché des enfants depuis que la fièvre a commencé, il y a 4 heures. » Henri regarda les berceaux. Hélène et Thomas pleuraient désespérément, probablement affamés et confus par l'absence d'Isabelle. « Madeleine, appelez Joséphine pour s'occuper des enfants et faites chercher le docteur. » Immédiatement. Henri porta Isabelle dans sa chambre, la couchant sur le lit. Elle brûlait de fièvre, les lèvres gercées, le corps tremblant. « Vous ne devriez pas me toucher, monsieur. Vous pourriez attraper la maladie. »« Je m'en fiche, mais vos enfants ont besoin de vous. » Il ne répondit pas, se contenta de mouiller un linge dans de l'eau fraîche et de le poser sur son front. Le docteur Dubois arriva 1 heure plus tard et fit l'examen. C'était la typhoïde, comme il le craignait. Elle a besoin de repos absolu, de beaucoup d'eau, et nous devons prier. La maladie suit son cours. Soit le corps gagne, soit il ne gagne pas. « Elle va gagner », dit Henri avec une conviction qu'il ne ressentait pas. Les jours suivants, Henri ne quitta pas le côté d'Isabelle. Madame Madeleine et Joséphine s'occupaient des jumeaux qui ressentaient son absence et pleuraient fréquemment. Henri changeait les linges mouillés sur le front d'Isabelle toutes les heures. Il la forçait à boire de l'eau quand elle était suffisamment consciente. Il lui tenait la main pendant les délires de la fièvre. Pendant l'un de ces délires, elle dit des choses qui lui brisèrent le cœur. « Antoine, ne me laissez pas seul. Je ne veux plus être seul. »« Vous n'êtes pas seul, » murmura Henri. « Je suis là. » Parfois, elle le reconnaissait. « Monsieur, vous ne devriez pas être ici, votre réputation. »« Au diable ma réputation. Vos enfants vont bien, mais vous devez aller bien aussi. Pourquoi? Je ne suis qu'une servante. » Henri sentit les larmes lui brûler les yeux. « Vous n'êtes pas qu'une servante. Vous ne l'avez jamais été. » Le 5e jour de fièvre, elle empira. La température monta dangereusement. Le docteur Dubois fut appelé à nouveau et sortit de la chambre avec une expression grave. « Baron, je dois être honnête. Elle est très faible. Si la fièvre ne baisse pas dans les prochaines 24 heures, je crains qu'elle ne résiste pas. » Henri retourna dans la chambre et s'agenouilla à côté du lit d'Isabelle. Il prit sa main froide, malgré la fièvre interne. « Isabelle, » murmura-t-il, « vous devez vous battre, vous devez gagner. » Elle ne répondit pas, perdue dans la fièvre. « Mes enfants ont besoin de vous, ils ne survivront pas sans vous. Hélène et Thomas vous aiment, vous êtes leur mère. » Toujours rien. Henri ferma les yeux et fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis la mort de Béatrice. Il pria « Dieu,
si tu m'entends, s'il existe un plan plus grand, s'il te plaît, épargne cette femme. Elle est innocente, elle est pure, elle est tout ce qu'il y a de bon dans ce monde. Prends-moi, si tu dois prendre quelqu'un, mais laisse-la vivre. » La nuit fut la plus longue de sa vie. Il ne dormit pas, resta juste là, lui tenant la main, changeant les linges mouillés, priant silencieusement. Quand le soleil se leva, il remarqua quelque chose. Sa respiration était plus régulière. Il toucha son front et faillit pleurer de soulagement. La fièvre avait baissé. Isabelle ouvrit lentement les yeux. « Monsieur, je suis là. Les enfants vont bien, mais vous devez vous rétablir. » Elle ferma les yeux à nouveau, mais cette fois, c'était un sommeil tranquille, pas le délire de la fièvre. Le docteur Dubois revint à midi et l'examina attentivement. La fièvre a baissé. Elle a vaincu la partie critique. Maintenant, c'est la récupération. Henri se laissa tomber sur une chaise, épuisé mais soulagé. Elle va s'en sortir? S'il n'y a pas de rechute, oui. Mais il lui faudra des semaines pour se rétablir complètement. Pendant ces semaines, Henri s'occupa personnellement d'Isabelle. Il ignora les haussements de sourcils de Madame Madeleine, les regards désapprobateurs de Joséphine, les commentaires voilés des travailleurs. Il lui apportait du bouillon de poulet 3 fois par jour. Il lui lisait quand elle était éveillée. Il s'asseyait à côté du lit, travaillant sur les papiers du domaine, juste pour qu'elle ne se sente pas seule. Et il conversait, pour la première fois depuis son arrivée, il conversait vraiment, sans barrière de classe ou de fortune. Elle raconta son enfance au couvent, les religieuses qui l'avaient élevée, Antoine et les rêves qu'ils avaient eus ensemble. Il raconta son mariage arrangé avec Béatrice, la pression de sa famille pour produire des héritiers, la culpabilité qu'il ressentait pour sa mort. Elle n'était pas heureuse, admit Henri un après-midi. Béatrice, elle voulait une vie différente, plus simple, mais je l'ai forcée à être une baronne, à me donner des enfants, et cela l'a tuée. Vous ne l'avez pas tuée. La nature est parfois cruelle. Mais j'ai exigé des enfants d'elle. J'ai insisté même quand elle avait peur. Elle a accepté. Personne ne l'a forcée, mais elle a senti que c'était son obligation. En tant qu'épouse, en tant que baronne. Isabelle lui toucha la main gentiment. « Monsieur, vous portez des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Béatrice a fait des choix. Peut-être n'étaient-ce pas les choix qu'elle voulait, mais c'étaient ses choix tout de même. Comment pouvez-vous être si sage, à seulement 18 ans, 19 ans maintenant? J'ai eu mon anniversaire pendant que j'étais malade. » Henri fut choqué. « Vous avez eu votre anniversaire et personne ne l'a célébré. » « Je ne célèbre jamais. Mon anniversaire est le jour où ma mère est morte. Il n'y a rien à célébrer. »« Ah oui, le jour où vous êtes venu au monde. Cela vaut toujours la peine d'être célébré. » Pour la première fois depuis qu'elle s'était réveillée de la fièvre, Isabelle sourit. Un sourire sincère qui illumina son visage pâle. « Vous êtes trop gentil, monsieur. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est la vérité. » À ce moment-là, quelque chose changea entre eux. Les barrières qu'ils avaient soigneusement érigées commencèrent à s'effondrer. Ce n'était plus le baron et la servante. C'était juste un homme et une femme qui avaient traversé ensemble la vallée de la mort. 3 semaines après le début de la maladie, Isabelle était assez forte pour sortir du lit. Elle descendit lentement les escaliers, s'appuyant sur la rampe, et alla directement à la nurserie. Hélène et Thomas, maintenant âgés de 6 mois, jouaient sur le tapis avec Joséphine. Quand ils virent Isabelle à la porte, tous deux commencèrent à pleurer et tendirent leurs petits bras vers elle. « Mes bébés » murmura Isabelle, s'agenouillant sur le sol. Joséphine mit les jumeaux dans ses bras. « Ils vous ont beaucoup manqué, madame. Ils ont pleuré tous les jours. » Isabelle serra les enfants dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. « Vous m'avez manqué aussi, tellement. » Hélène enfouit son petit visage dans le cou d'Isabelle. Thomas s'accrocha à ses vêtements avec force. C'était comme s'ils avaient peur qu'elle disparaisse à nouveau. Henri, qui avait suivi Isabelle jusqu'à la nurserie, observait la scène le cœur serré.
C'était la famille qu'il voulait, non pas la famille que la société attendait de lui, mais la famille que son cœur désirait. Mais la société, comme Isabelle l'avait prédit, ne le permettrait pas facilement. 2 semaines après le rétablissement d'Isabelle, le domaine reçut une visite inattendue. La tante d'Henri, la comtesse Amélie de Montaigne, matriarche de la famille, avait 70 ans et était connue pour sa langue acérée et ses opinions conservatrices. « Henri, annonça-t-elle en entrant dans le salon sans être annoncée, je suis venue parce que je m'inquiète pour vous. » « Tante Amélie, quelle surprise! Je ne savais pas que vous viendriez. Ce serait une meilleure surprise si j'avais trouvé mon neveu se comportant convenablement au lieu des histoires qui sont parvenues à mes oreilles. » Henri sentit un frisson dans le dos. « Quelles histoires? Que vous vous êtes impliqué de manière inappropriée avec une servante, que vous avez passé des semaines à la soigner pendant sa maladie, ignorant votre position et votre réputation, que vous avez laissé vos enfants aux soins d'autres personnes pendant que vous vous consacriez à une jeune femme de classe inférieure. » Chaque mot était prononcé avec un dédain calculé. Henri sentit la colère monter, mais se contrôla. « Isabelle a sauvé mes enfants quand personne d'autre n'y est parvenu. Quand elle est tombée malade, j'ai rendu les soins. Il n'y a rien d'inapproprié là-dedans. » « Il n'y a rien d'inapproprié ?» La comtesse éleva la voix. « Vous êtes un baron, Henri, un récent veuf. Vous avez des obligations envers votre famille, envers votre nom, et vous jetez tout cela par-dessus bord, à cause d'une orpheline sans fortune. Ne parlez pas d'elle comme ça. Je parlerai comme je veux, et vous m'écouterez. » La comtesse se leva, imposante malgré son âge. « Votre mère, que Dieu ait son âme, aurait honte de vous voir agir ainsi. Béatrice est morte il y a seulement 6 mois, et vous vous impliquez déjà avec une autre femme, une servante de surcroît. Je ne suis impliqué avec personne, et Béatrice était une épouse dévouée qui vous a donné des enfants, et vous déshonorez sa mémoire avec ce comportement. » Henri serra les poings. « Sa mémoire n'est pas déshonorée, et vous ne connaissiez pas assez notre mariage pour juger. Je sais assez. Je sais que vous avez un devoir envers cette famille, et ce devoir inclut de trouver une épouse convenable, de bonne famille, qui puisse perpétuer notre nom avec dignité. J'ai déjà des héritiers. Vous avez besoin d'une épouse pour les élever convenablement, et j'ai déjà pris la liberté de sélectionner quelques candidates appropriées. » La comtesse sortit une liste de son sac. 3 jeunes femmes de famille respectables, avec des dots généreuses et une éducation appropriée. N'importe laquelle d'entre elles serait une baronne exemplaire. Je ne suis pas intéressé. Je ne demande pas votre intérêt. J'exige que vous fassiez votre devoir. Vous avez 6 mois pour choisir l'une de ces jeunes femmes et annoncer les fiançailles. Sinon, je prendrai des mesures plus drastiques. Quelles mesures? La comtesse sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. Je peux remettre en question votre capacité à élever vos enfants convenablement. Je peux suggérer au tribunal que les enfants seraient mieux sous la tutelle de la famille jusqu'à ce que vous vous mariiez convenablement. » Henri sentit le sang se figer. « Vous n'oseriez pas. »« J'oserais, et je le ferai si nécessaire. Vos enfants sont des Montaigne. Je ne permettrai pas qu'ils soient élevés dans un environnement scandaleux, exposés à des influences inappropriées. » La menace était claire. Épousez quelqu'un de convenable, ou perdez vos enfants. Maintenant, la comtesse continua d'un ton plus doux. Soyez raisonnable, Henri. Choisissez l'une de ces jeunes femmes. Mariez-vous discrètement. Renvoyez la servante et reconstruisez votre vie convenablement. Ce n'est pas si difficile. Et si je refuse, alors vous me forcerez la main et je vous garantis que vous n'aimerez pas le résultat. Elle quitta la pièce, laissant Henri anéanti. Il savait que sa tante ne bluffait pas. La comtesse avait des connexions, de l'argent et suffisamment d'influence pour rendre sa vie un enfer. Cette nuit-là, Henri ne put dormir. Il resta dans son bureau, buvant du cognac et regardant la liste de noms que sa tante avait laissée.
3 jeunes femmes qu'il n'avait jamais rencontrées. 3 étrangères que la société considérait appropriées pour être son épouse, mais il ne voulait aucune d'elles. Il voulait la femme qui, à ce moment-là, était à la nurserie, s'occupant de ses enfants, chantant cette vieille chanson qui apportait la paix. Un léger coup à la porte le tira de ses pensées. « Entrez !» Madame Madeleine entra, apportant un plateau avec du café. « Excusez-moi de vous déranger, monsieur, mais j'ai remarqué que la lumière était encore allumée. » « Je n'arrive pas à dormir, Madeleine. » La gouvernante posa le plateau sur la table et hésita avant de parler. « Puis-je être indiscrète et donner mon opinion ?»« Vous pouvez. La comtesse était ici aujourd'hui. Tout le monde dans la maison a entendu la discussion. Les murs ne sont pas aussi épais qu'ils le devraient. » Henri eut un rire sans joie. « Alors, tout le monde sait que je suis un échec en tant que baron. » « Ce n'est pas ce qu'ils pensent, monsieur. Ils pensent que vous êtes un homme en conflit entre votre cœur et votre devoir. Le cœur n'a pas d'importance quand on a une position à maintenir. » Madeleine s'approcha. « Puis-je vous raconter une histoire, monsieur ?»« Bien sûr. Quand j'étais jeune, je suis tombée amoureuse d'un homme. Il était le fils d'un riche négociant. J'étais la fille d'une couturière. Nos mondes ne se mélangeaient pas. Il m'a demandé en mariage, malgré tout, prêt à affronter sa famille. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai refusé. J'ai dit que je ne voulais pas détruire sa vie, qu'il méritait quelqu'un de sa propre classe. Il a épousé une jeune femme convenable, 6 mois plus tard. Henri regarda la gouvernante. « Vous le regrettez ?»« Tous les jours de ma vie. Parce que j'ai découvert après qu'il n'a jamais aimé sa femme comme il m'a aimé. Il a vécu une vie entière, sans bonheur, pour avoir fait le bon choix. » La leçon était claire, mais Henri ne savait pas s'il aurait le courage de l'appliquer. « Madeleine, j'ai des enfants à qui penser. Si je déplais à la famille, ils peuvent essayer de me les retirer. Alors, mariez-vous avec l'une de ces jeunes femmes de la liste. Faites ce que la société attend, mais sachez que vous condamnerez Isabelle à une vie de douleur, voyant l'homme qu'elle aime épouser une autre. Elle n'a jamais dit qu'elle m'aimait. Pas besoin, n'importe qui avec des yeux le voit. » Henri passa la main sur son visage. « Que dois-je faire, Madeleine? Comment choisir entre mes enfants et mon cœur? » « C'est un choix que seul vous pouvez faire, monsieur. Mais je peux vous dire une chose. J'ai vu comment vous étiez quand vous étiez marié à la baronne Béatrice. Et j'ai vu comment vous êtes quand vous êtes près d'Isabelle. Ce sont 2 hommes différents. Lequel est le meilleur? Celui qui est près d'Isabelle. Cet homme sourit. Cet homme vit. » Madeleine sortit, laissant Henri à ses pensées. Il resta dans le bureau jusqu'à l'aube, quand il prit finalement une décision. Il monta à la nurserie et trouva Isabelle changeant les couches d'Hélène. Les jumeaux étaient déjà réveillés, babillant joyeusement. « Isabelle, nous devons parler. » Elle perçut le sérieux dans son ton et devint immédiatement tendue. « Il s'est passé quelque chose? Ma tante était ici hier, la comtesse Amélie. Je sais, tout le monde dans la maison le sait, les murs sont minces. Alors vous savez qu'elle m'a donné un ultimatum. M'épouser quelqu'un de convenable ou affronter la possibilité de perdre mes enfants. » Isabelle finit de changer Hélène et la remit dans son berceau avant de répondre « Je comprends. Et qu'avez-vous décidé ?» Henri s'approcha d'elle. « J'ai besoin de savoir si je suis seul dans ce sentiment, si ce que je ressens pour vous est réciproque, ou si ce n'est que mon imagination. » Isabelle gardait les yeux baissés. « Monsieur, cela n'a pas d'importance. Ça compte pour moi, ça compte pour tout. » Elle le regarda enfin, et dans ses yeux, il vit la vérité avant même qu'elle ne parle. « Oui, » murmura-t-elle, « ce que vous ressentez est réciproque. Je vous aime depuis le premier jour où je vous ai vu tenir vos enfants avec tant de désespoir et d'amour. Mais aimer ne change rien. Ça change tout. Ça ne change pas la réalité. Vous êtes un baron. Je suis une servante orpheline. Même si nous nous marions, ce qui serait impossible, vous perdriez tout. Votre famille se retournerait contre vous. La société nous rejetterait. Vos enfants grandiraient avec cette marque.
Et si je suis prêt à payer ce prix? Mais je ne le suis pas. Isabelle fit un pas en arrière, les larmes aux yeux. Je ne peux pas être la raison pour laquelle vous perdez vos enfants. Je ne peux pas porter cette culpabilité. Ma tante veut que j'épouse une étrangère dans 6 mois. Alors mariez-vous, trouvez une bonne femme qui puisse être une mère convenable pour Thomas et Hélène. Et vous? Je retourne au couvent. C'est là que j'ai toujours appartenu. Henri sentit le cœur se briser. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas vous laisser partir. Ce n'est pas un choix, monsieur, c'est une nécessité. S'il vous plaît, ne rendez pas cela plus difficile que ça ne l'est déjà. Elle sortit de la nurserie, pratiquement en courant, laissant Henri seul avec les bébés. Hélène, percevant la tension, commença à pleurer. Thomas la rejoignit bientôt. Les jours suivants, Henri tenta de trouver une solution qui n'impliquerait ni la perte de ses enfants, ni celle d'Isabelle. Il consulta des avocats à Paris sur les possibilités légales. La réponse fut décourageante. « Monsieur le baron, » expliqua l'un d'eux, « la comtesse a raison. Si elle présente une pétition remettant en question votre capacité de père, surtout avec des témoignages sur un comportement inapproprié, un juge peut décider de la tutelle temporaire des enfants jusqu'à ce que vous vous mariez convenablement. Même moi étant le père? Malheureusement, oui. La loi favorise la stabilité familiale. Un veuf vivant seul avec une jeune servante célibataire s'occupant des enfants peut être considéré comme un environnement inapproprié. Henri retourna au domaine vaincu. Il avait 2 options. Épouser une étrangère et renvoyer Isabelle, ou se battre pour la femme qu'il aimait et risquer de perdre ses enfants dans le processus. Aucune des options n'était acceptable. C'est alors que Sébastien, l'intendant, lui apporta une nouvelle inattendue. « Baron, il y a un prêtre ici qui veut vous parler. Il dit que c'est urgent. » « Quel prêtre ?»« Le père Michel, de la paroisse de Lyon, dit qu'il connaît mademoiselle Isabelle. » Henri reçut le prêtre dans son bureau. C'était un homme d'âge moyen, aux yeux bienveillants et à l'allure humble. « Baron Henri, merci de me recevoir. Je suis venu parce que Mère Thérèse me l'a demandé. » « Mère Thérèse sait ce qui se passe ici? » « Oui, elle sait. Isabelle lui a écrit la semaine dernière, demandant à retourner au couvent. La mère supérieure fut inquiète et m'a demandé de venir vous parler. » Henri se servit un cognac, en offrit au prêtre qui refusa. « Que veut la mère supérieure? Que vous cessiez de vous torturer et de torturer Isabelle. » Les mots étaient directs, sans détour. Henri apprécia l'honnêteté. « Père, je suis dans une situation impossible. Si je suis mon cœur, je peux perdre mes enfants. Si je suis ce que la société attend, je perds la femme que j'aime. Qui a dit que ce sont les seules options? Comment ça? » Le prêtre se pencha en avant. « Baron, la société n'accepte pas un mariage entre un noble et une servante, mais la société accepte un noble qui épouse une veuve de modeste possession. » Henri fronça les sourcils. « Isabelle n'est pas veuve, mais elle pourrait l'être. » Le père Michel sourit légèrement. « J'ai un cousin qui est greffier à Lyon. Avec les bons documents, Isabelle pourrait avoir un passé différent. Elle pourrait être la veuve d'un petit négociant décédé, la laissant avec un petit héritage. Vous suggérez que je falsifie des documents. Je suggère que parfois Dieu nous donne des outils pour contourner l'injustice humaine. La loi de Dieu dit que tous sont égaux devant lui. La loi des hommes dit le contraire. Quelle loi est la plus importante? » Henri resta silencieux, assimilant la suggestion. C'était risqué. Si la fraude était découverte, les conséquences seraient terribles. Mais c'était aussi une solution, une façon d'avoir à la fois ses enfants et Isabelle. Et si on le découvre? Mon cousin est discret. Et qui va enquêter en profondeur sur l'origine d'une modeste veuve? La société ne se soucie que des apparences, pas des vérités gênantes. J'ai besoin d'y réfléchir. Pensez vite. Votre tante vous a donné 6 mois de délai. 2 sont déjà passés. Dans 4 mois, vous devrez prendre une décision définitive.
Après le départ du prêtre, Henri monta à la nurserie. Isabelle lisait aux jumeaux, leur montrant les images d'un livre de contes. Hélène battait des mains chaque fois qu'elle voyait un animal. Thomas essayait d'attraper le livre. « Puis-je vous parler un instant ?» Isabelle posa le livre. Joséphine apparut pour s'occuper des enfants pendant qu'ils parlaient dans le couloir. « J'ai reçu une visite aujourd'hui. Le père Michel, je sais, c'est moi qui ai écrit à Mère Thérèse pour demander de l'aide. De l'aide pour retourner au couvent. De l'aide pour faire ce qui est juste, pour avoir la force de partir avant que nous ne détruisions nos vies mutuelles. » Henri lui prit les mains. « Et s'il existait une autre voie, une façon de rester ensemble sans perdre mes enfants ? Il n'y a pas de moyen, monsieur, nous en avons déjà discuté. Et si vous n'étiez pas Isabelle Martin, servante orpheline ? Et si vous étiez Isabelle Dubois, veuve d'un négociant, avec un petit héritage et un passé respectable ?» Isabelle le regarda confuse. « De quoi parlez-vous » Henri expliqua la proposition du père Michel. À chaque mot, il vit son expression passer de la confusion à la compréhension, de la compréhension au choc. « Vous me demandez de mentir sur qui je suis ? Je vous demande de nous permettre de créer un passé que la société puisse accepter. Ce n'est pas un mensonge si cela nous permet de rester ensemble. C'est un mensonge, oui, et c'est un péché. Et si nous sommes découverts, vous perdrez tout de même. Ou nous pouvons avoir une chance de bonheur. » Isabelle lâcha ses mains. « J'ai besoin d'y réfléchir. C'est trop important, trop risqué. » Les jours suivants, Isabelle fut visiblement tourmentée. Henri l'avait vue parler seule dans le jardin, prier dans la chapelle privée du domaine, écrire des lettres qu'elle déchirait ensuite. Finalement, une semaine après la visite du père Michel, elle le chercha dans son bureau. « J'ai pris une décision. » Henri se leva immédiatement. « Et quelle est-elle ? Je vais accepter. Non pas parce que je pense que c'est juste, mais parce que je ne peux pas imaginer ma vie loin de vous et des enfants. Et si cela fait de moi une pécheresse, que Dieu me pardonne. » Henri la tira dans ses bras. « Aimer n'est pas un péché, ça ne le sera jamais. » Elle enfouit son visage dans sa poitrine. « Mais nous devons être très prudents. Aucune erreur ne peut être commise. S'ils le découvrent, ils ne le découvriront pas. Nous ferons tout correctement. » Le père Michel revint 2 semaines plus tard avec les documents. Un acte de naissance modifié, montrant Isabelle comme la fille d'un couple de négociants de Lyon, déjà décédé. Un acte de mariage avec un certain Jean Martin, également décédé il y a 1 an. Un certificat de décès du mari, des documents d'une petite propriété héritée, tout était falsifié à la perfection. « C'est un excellent travail, » admit Henri, examinant les papiers. « Votre cousin est vraiment talentueux. Il fait cela pour une bonne cause. Il a déjà aidé d'autres couples dans des situations impossibles. » Le père Michel rangea les documents. Maintenant vient la partie difficile. Faire croire la société. Isabelle doit quitter le domaine pendant quelques mois, aller à Lyon, s'y établir comme veuve, fréquenter l'église, se faire connaître dans la communauté. Ensuite, de manière apparemment fortuite, vous vous rencontrerez lors d'une fête ou d'un événement social. C'est très élaboré. Il le faut. La comtesse enquêtera sur toute femme à laquelle vous montrerez de l'intérêt. Si Isabelle apparaît simplement de nulle part, cela éveillera des soupçons. Henri regarda Isabelle. « Êtes-vous prête pour cela ?» Elle hocha la tête, bien que son visage montrât de la peur. « Je ferai ce qui est nécessaire. » Alors commença la transformation. D'abord, Isabelle quitta discrètement le domaine, emmenée par le père Michel dans une modeste maison à Lyon. Là, elle subit une transformation complète. De nouveaux vêtements appropriés pour une veuve de classe moyenne, des cheveux coiffés différemment, des manières de parler et de se tenir étudiées avec une professeure d'étiquette que le prêtre connaissait. Pendant 3 mois, Henri ne la vit pas. La séparation fut torturante. Les jumeaux ressentaient son absence et pleuraient fréquemment.
Joséphine faisait de son mieux, mais ce n'était pas la même chose. Henri recevait des lettres hebdomadaires par l'intermédiaire du prêtre racontant les progrès. Isabelle s'était intégrée à la communauté de Lyon, fréquentait la messe dominicale, participait à des événements caritatifs, était vue comme une jeune veuve respectable, essayant de reconstruire sa vie. La comtesse, pendant ce temps, le pressait constamment. « Henri, 4 mois se sont déjà écoulés. J'ai besoin de voir des progrès. Avez-vous déjà rencontré l'une des jeunes femmes que j'ai suggérées ?»« Pas encore, tante. J'ai été très occupé avec le domaine. »« Je n'accepte plus d'excuses. J'organiserai un dîner ici la semaine prochaine. Les 3 familles seront présentes. Vous en choisirez une ou je prendrai des mesures. » Le dîner fut fixé pour samedi. Henri envoya un message au père Michel. C'était l'heure. Le jeudi, avant le dîner, le père Michel apparut au domaine. « Baron, j'ai une connaissance de Lyon que j'aimerais vous présenter, une jeune veuve très dévote qui cherche à reprendre sa vie en société. » Henri feignit un intérêt poli. « Ah oui, quel est son nom ?»« Isabelle Dubois. Peut-être aimeriez-vous la rencontrer à l'événement caritatif de la paroisse demain soir. » Henri se rendit à l'événement le cœur battant. C'était risqué. Tant de choses pouvaient mal tourner. Mais quand il vit Isabelle entrer dans l'église, il resta sans voix. Elle était transformée. Une robe discrète mais élégante de couleur bordeaux, les cheveux relevés en un chignon sophistiqué, des gants de dentelle, une petite croix en or autour du cou. Elle semblait une autre personne, mais c'étaient les mêmes yeux. Les mêmes yeux qui avaient apporté la paix à ses enfants. Le père Michel fit les présentations formellement. « Baron Henri de Montaigne, permettez-moi de vous présenter Madame Isabelle Dubois, veuve de Lyon. »« Madame Dubois, c'est un plaisir. » Henri baisa sa main gantée, la sentant trembler légèrement. « Le plaisir est pour moi, baron. J'ai beaucoup entendu parler de vous et de votre beau domaine. » Sa voix était différente aussi, plus raffinée, avec une intonation de classe moyenne éduquée. Ils avaient bien répété. Pendant l'événement, ils conversèrent de manière décontractée, toujours en présence d'autres personnes. Henri feignit un intérêt croissant. Isabelle feignit d'être flattée, mais réservée, comme une veuve respectable devait l'être. À la fin de la soirée, il l'invita à visiter le domaine le dimanche. Elle accepta avec l'hésitation appropriée. Le dimanche, Isabelle arriva dans une calèche louée, accompagnée d'un chaperon, une dame respectable que le père Michel avait engagée pour donner de la bienséance à la situation. Madame Madeleine et Joséphine, qui connaissaient la vérité, feignaient de ne pas la reconnaître. Les autres servantes ne la reconnurent vraiment pas. La transformation avait été très bien faite. Henri lui montra le domaine, lui présenta les jumeaux. La réaction d'Isabelle fut parfaite, un intérêt poli, mais pas excessif. Le genre d'intérêt qu'une femme respectable montrerait pour des enfants qui n'étaient pas les siens. Mais quand elle prit Hélène dans ses bras, le bébé se blottit immédiatement contre elle, et quand Thomas la vit, il tendit ses petits bras, réclamant d'être porté. Les enfants l'ont reconnu. C'est extraordinaire, commenta Isabelle en gardant son calme. Normalement, les jeunes enfants sont timides avec les étrangers. Ils ont un bon instinct pour les personnes bienveillantes, répondit Henri, la regardant dans les yeux. Le chaperon observait tout avec approbation. À la fin de la visite, elle commenta « Quels adorables enfants, baron, et quelle heureuse coïncidence de trouver une jeune femme si appropriée pour les connaître. » Le plan fonctionnait. Les semaines suivantes, Henri courtisa Isabelle publiquement. Dîner en ville, promenade sur la place, visite toujours avec chaperon. Tout était extrêmement respectable et approprié. La société de Lyon et de la région commença à commenter. Le baron veuf avait enfin trouvé une bonne femme, une veuve modeste mais respectable. Ce n'était pas un mariage brillant en termes de dot, mais c'était approprié. La comtesse Amélie, bien sûr, ne fut pas satisfaite. Elle avait planifié un mariage qui unirait des fortunes, mais quand elle enquêta sur le passé d'Isabelle, elle trouva exactement ce que les documents falsifiés montraient. Une famille de négociants honnêtes.
Un mariage bref interrompu par la mort, un petit héritage modeste. Il n'y avait pas de scandale, il n'y avait rien à attaquer. « Henri, dit la comtesse lors d'une visite tendue, j'espérais que vous choisiriez l'une des familles que j'ai suggérées. Avec tout le respect que je vous dois, tante, le choix de mon épouse est le mien, et j'ai choisi Madame Dubois. Elle n'apporte pas d'avantage à la famille. Elle apporte quelque chose de plus important. Elle sera une bonne mère pour mes enfants. J'ai déjà vu comment ils réagissent à elle. » La comtesse ne pouvait pas argumenter contre cela sans paraître cruelle. « Très bien, si c'est votre décision, qu'il en soit ainsi. Mais que ce soit des fiançailles courtes et un mariage discret. Il ne s'est pas encore écoulé 1 an depuis la mort de Béatrice. D'accord, nous nous marierons dans 2 mois. » Les fiançailles furent officiellement annoncées. La réaction de la société fut mitigée. Certains trouvaient cela romantique, 2 veufs trouvant du réconfort l'un dans l'autre. D'autres trouvaient cela précipité. À peine 8 mois s'étaient écoulés depuis la mort de la baronne, mais personne ne soupçonnait la vérité. Pendant les préparatifs du mariage, Henri et Isabelle eurent peu de moments seuls. Il y avait toujours un chaperon, toujours des témoins. C'était frustrant mais nécessaire. Lors d'une des rares occasions où ils purent s'accorder quelques minutes dans le jardin, loin des regards curieux, Isabelle murmura « J'ai peur. Et si on le découvre? Et si quelqu'un du couvent me reconnaît? Personne ne vous reconnaîtra. Vous êtes complètement différente. Mais à l'intérieur, je suis la même orpheline menteuse. Vous n'êtes pas menteuse. Vous faites ce qui est nécessaire pour que nous puissions rester ensemble. Mais et si Dieu nous punit? Et s'il pense que nous ne méritons pas le bonheur construit sur des mensonges? » Henri lui tint le visage entre les mains. « Alors nous affronterons sa punition ensemble. Mais je ne crois pas que Dieu punisse le véritable amour. » Le mariage fut fixé au 17 octobre 1893. Une petite cérémonie, comme il convenait pour un second mariage de veuf, dans la chapelle du domaine. Le jour du mariage, Isabelle tremblait tandis que Madame Madeleine l'aidait à enfiler sa tenue simple mais élégante. Ce n'était pas du blanc. Une veuve ne porterait pas de blanc, mais un beige clair avec des détails en dentelle. « Ma chère, » murmura Madeleine, « il est encore temps de renoncer si vous le souhaitez. » « Je ne veux pas renoncer, je veux l'épouser, j'ai juste peur des conséquences. Parfois, nous devons avoir foi que les choses iront bien. Mais, et si ce n'est pas le cas, alors nous affronterons cela le moment venu. » La cérémonie fut discrète, seulement la famille proche et les amis intimes. Le père Michel officia, leur adressant un sourire d'encouragement lorsqu'ils échangèrent leurs vœux. Henri Charles de Montaigne. Acceptez-vous Isabelle Dubois comme votre épouse pour l'aimer et la respecter dans la santé et dans la maladie jusqu'à ce que la mort vous sépare? J'accepte, Isabelle Marie Dubois. Acceptez-vous Henri Charles de Montaigne comme votre époux pour l'aimer et le respecter dans la santé et dans la maladie jusqu'à ce que la mort vous sépare? Isabelle le regarda dans les yeux. Elle y vit l'amour. La promesse, un avenir. J'accepte. Les anneaux furent échangés. Le baiser fut chaste, approprié à l'occasion, mais lorsque ses lèvres touchèrent les siennes pour la première fois, tous deux ressentirent l'électricité du moment. Ils étaient mari et femme, légalement, aux yeux de Dieu et de la société. La réception fut simple. Un dîner dans la salle à manger du domaine avec les quelques invités. La comtesse Amélie y assista par obligue.